Lloyd a enfin capturé le roi Storma, grand comme une montagne, mais l'effet domino des monstres continue de ravager les territoires alentours. Et maintenant, une nouvelle invasion s'apprête à pousser notre ingénieur préféré vers son plus gros chantier à ce jour. Bon retour sur Plotoria. Précédemment, Lloyd s'était servi d'un gigantesque gardien de pierre pour détourner une charge de mastodonte et protéger le domaine Frontera sans sacrifier la cavalerie blanche. Il avait ensuite réveillé le roi Storma, réduit le castor légendaire grâce à une graine de tournesol bleu, puis enfin réussi à maîtriser la créature féroce après que Storma était tombé éperdument amoureux de Bangoul. Aujourd'hui, Lloyd va devoir transformer cette étrange nouvelle relation en arme avant que la catastrophe qui se propage ne submerge tous ceux venus chercher refuge à Frontera. Si la série vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour la suite. On continue. La paix était enfin revenue dans la baronnie Frontera et le manoir se dressait tranquillement sous un grand ciel bleu. À l'intérieur, Bibéong était assis en tailleur sur une pile de livres, comme un petit PDG qu'on aurait installé sur un siège réhausseur, les bras croisés, et déjà à court de patience, il exigea de savoir ce que cet humain lui voulait. Notre protagoniste se pencha au-dessus de la table, avec Podong et Hippo sur les épaules, et Bangoul installé tout près. Sa demande était toute simple. Chaque matin et chaque soir, Bibéong n'aurait qu'à crier son nom en direction du lac. Bibéong lui expliqua très sérieusement que ce n'était pas comme ça qu'une négociation fonctionnait. S'il voulait lui demander un service, la coutume voulait qu'il propose aussi des conditions avantageuses à l'autre partie. En se grattant la tête avec un sourire gêné, notre protagoniste admit qu'en réalité, il n'avait absolument rien à lui offrir. Puis un sourire sournois se dessina sur son visage. Il affirma simplement que tout le monde serait tellement heureux si Bibéong acceptait. Notre gars se rapprocha de Bangoul de façon presque terrifiante, la pointa du doigt et lui demanda si ce n'était pas vrai. Podong et Hippo se mirent aussitôt à transpirer devant ce chantage affectif plus qu'évident. Entourée d'étincelles, l'innocente petite créature rose afficha un grand sourire et lança joyeusement « Bangoul !» Un seul sourire suffit. Une lumière dorée illumina le visage rougi de Bibéong et toutes ses exigences, ses objections et même ses pensées cohérentes disparurent d'un coup. Le castor complètement amoureux accepta sur le champ. Notre héros le félicita pour avoir pris sa décision aussi vite. Derrière une aura rouge sinistre, le jeune noble ricana en voyant ce pauvre naïf devenu esclave de l'amour. Et il comptait bien exploiter cette faiblesse encore et encore. Bangoul, elle, n'éprouvait pas le moindre intérêt romantique pour lui. Dans la tête de Lloyd, Bibéong avait déjà gagné son titre éternel. Roi Storma, célibataire à vie. Notre héros éclata d'un rire hystérique en imaginant le pauvre castor se faire exploiter tout en restant seul pour toujours. Puis son sourire diabolique disparut. Lloyd venait de se rappeler que lui aussi était désespérément célibataire. La tête basse, il s'approcha lentement de Bibéong, complètement perdu, pendant que Podong conseillait sagement à Hippo de laisser les deux tarés tranquilles. Les larmes aux yeux, notre protagoniste serra le castor en sueur contre sa joue et se lamenta. Tous les deux allaient finir seuls pour toujours. Bibéong, lui, se demandait ce qui avait bien pu arriver à cet homme. Pourtant, cette chaleur finit par l'attendrir. Rougissant contre la joue de Lloyd, Bibéong se demanda pourquoi ce moment complètement absurde lui faisait autant de bien. Au milieu d'étincelles dorées, le jeune noble lui demanda doucement la permission de l'appeler Bibéong à partir de maintenant. Le petit gentleman croisa les bras, détourna timidement le regard et fit semblant de s'en moquer. La séance de rapprochement prit fin quand l'officier Greg surgit dans la pièce avec un sac de voyage en appelant Maître Lloyd à grands cris. Toujours avec Bibéong dans les bras, l'ingénieur sursauta et lui demanda pourquoi il était revenu alors qu'il avait été envoyé avec la tribu des orques des sables d'acier. Greg expliqua que son groupe avait croisé des orques en route vers le domaine. Ils venaient demander des renforts à Haroche. Leur village était attaqué par une horde de mégalanies. Le visage du protagoniste devint aussitôt sérieux. Au village de la tribu des orques des sables d'acier, une gigantesque mégalanie pulvérisa la troisième barricade. Tandis qu'un guerrier criait de panique, le chef Akouche ordonna à tout le monde de rester calme et de tenir la formation. Akouche rugit avant de bondir dans les airs, ses deux lourdes lames de pierre levées, et fonça droit sur l'immense prédateur vert.
Le chef orc abattit ses 2 armes avec une force explosive. Les lames éclatèrent contre les écailles du monstre comme des épées en pierre dans Minecraft. La Mégalanie se contenta de grogner, tandis qu'Akoush fixait avec stupeur un ennemi qu'il n'avait même pas réussi à égratigner. La créature fouetta brutalement l'air avec son énorme queue en direction d'Akoush. Il croisa ce qu'il lui restait d'armes pour bloquer, mais l'impact écrasa sa garde et lui arracha un cri. Akoush fut projeté dans les airs, perdit ses armes et s'écrasa dans le sable en se tenant le flanc. Les orques tout proches se précipitèrent vers leur chef à terre, paniqués. Même blessé, le chef montra les crocs et leur ordonna de se battre. Les orques ne reculaient jamais. De retour au manoir, notre ingénieur ordonna à Greg de prévenir le commandant Blanc et tous les chevaliers pour qu'ils les retrouvent à l'entrée du village. Greg l'avertit que même en partant immédiatement, il risquait d'arriver trop tard. Notre protagoniste refusa cette idée. Il y avait toujours une solution, alors il devait se mettre en route. Il partit en courant avec Bibéong dans les bras en affirmant que cette crise était une occasion en or. Javier courut à côté de lui et exigea de savoir en quoi ça pouvait bien être une occasion. L'ingénieur cria que c'était leur chance d'inverser l'effet domino des monstres. Puis il tendit à Bibéong une graine de tournesol rouge et annonça que l'heure de la contre-attaque avait sonné. Bande de nazes. Quelques instants plus tard, une ombre gigantesque engloutit la baronnie Frontera. Tous les habitants levèrent les yeux vers le ciel bouche bée. Un Bibéong colossal bondissait majestueusement dans les airs en criant son nom, comme la météorite la plus poilue de l'histoire. Installé sur son dos, notre héros l'encouragea à en mettre plein la vue à Bangoul et à lui montrer tout ce dont il était capable. Bibéong répondit par un cri de guerre déterminé. Le castor géant atterrit dans la forêt de montagne avec une force colossale. Puis il se propulsa à travers le ciel en direction du canyon lointain. Petit problème, le commandant Valélardi et ses hommes tenaient toujours des pelles au lieu d'épées. Tout le corps d'ingénieurs de Frontera hurlait pendant que leur nouveau moyen de transport les envoyait traverser les cieux. Bibéong s'écrasa au fond du canyon désertique dans une explosion de terre et de pierres. Sur le champ de bataille, Akoush menait encore une fois ses orques depuis la première ligne, tandis qu'il chargeait les monstres, ressemblant à des dinosaures. Apparemment, pour un chef orc, la sécurité personnelle restait juste une suggestion. Avant même que les 2 armées ne se percutent, le corps gigantesque de Bibéong descendit du ciel lumineux. Le castor atterrit directement entre les orques et les mégalanies, soulevant un immense rideau de poussière. Akoush se mit en garde, arme levée, et demanda ce qui se passait. Les monstres levèrent les yeux vers l'énorme castor qui les dominait et grognèrent, complètement perdus. Du haut de son immense stature, il leur ordonna de bien regarder et d'aller transmettre un message vers l'est. Dans les terres de l'ouest, il ne restait plus aucune autre proie. Ici, les proies, c'étaient eux. Les mégalanies reculèrent, de grosses gouttes de sueur apparaissant sur leurs visages terrorisés. Bibéong ramena un énorme bras en arrière, déterminé. Son premier coup propulsa les monstres dans les airs. Il balaya ensuite le canyon d'un revers de bras et envoya valser avec une force écrasante toutes les bêtes qui s'accrochaient encore à lui. Les mégalanies disparurent dans le ciel jusqu'à n'être plus qu'une petite étoile au loin. Elles finirent par s'écraser dans une forêt lointaine au milieu d'un nuage de poussière. Après avoir envoyé ces monstres dans l'espace façon cobaye SpaceX, qui n'avait rien demandé, Bibéong reprit rapidement sa taille normale. Le minuscule castor se retourna lentement et lança un regard de côté à Bangoul. Elle remua la queue, faisant tinter sa petite clochette, puis gazouilla joyeusement pour lui. Bibéong devint rouge écarlate tandis que son cœur s'emballait. Il avait impressionné la fille qui lui plaisait. Bien joué, Bibéong. On était fiers de lui. Valélardi reconnut que ces hommes n'avaient pas servi à grand-chose cette fois, mais notre gars éclata de rire. Il n'allait quand même pas faire venir des ouvriers aussi précieux pour rien. Un autre travail important les attendait déjà. Akoush s'approcha, une main posée sur la poitrine, et s'adressa à Lloyd Frontera. Notre héros se retourna, surpris, et lui demanda si le chef blessé allait bien. Entouré d'une lumière solennelle, Akoush annonça qu'il n'était plus frère de sang. Le jeune maître resta figé et lui demanda ce qu'il voulait dire. Akoush expliqua que Lloyd les avait sauvés 2 fois. Toute la tribu des orques des sables d'acier s'inclina alors et jura fidélité à la famille Frontera. Un sourire malicieux apparut sur le visage de l'ingénieur.
Leur offre ne pouvait pas mieux tomber, car il était justement prêt à lancer le 3e projet de l'opération Sauver, la tribu des orques des sables d'acier. Le chef Akush n'y comprenait absolument rien. Peu de temps auparavant, Asfahan avait incendié les champs de roseaux bordant la région sauvage de l'Est pour des raisons stratégiques. Cet acte avait déclenché une série de migrations massives parmi les grands monstres, l'effet domino des monstres. Certaines créatures déplacées appartenaient à des sociétés tribales semi-intelligentes, et ces monstres avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. 3 mégalanies, leurs prédateurs suprêmes, avaient survolé leur territoire comme d'énormes boulettes de papier crachées à travers le ciel. Ils avaient aperçu, dans les terres les plus à l'ouest, une bête si gigantesque qu'elle touchait les nuages, avec une queue capable de déchaîner un ouragan sous le poids de la colère divine. Il décrirait ses yeux ronds comme plus noirs que la nuit, et ses 2 crocs comme capables de déchiqueter n'importe quelle créature sur terre. Et pire encore, un démon aux yeux tout droits sortis de l'enfer semblait contrôler la bête depuis son dos. Assis innocemment sur la tête de Lloyd, Bibeong se retourna et poussa un petit cri complètement perplexe. Très loin à l'est se dressait le palais royal d'Asfahan. Devant le trône du vieux sultan, un soldat agenouillé annonça qu'il apportait une nouvelle importante. Comme prévu, la tribu des orques des sables d'acier, devenue de plus en plus menaçante, avait abandonné son village et s'était déplacée dans les forêts du royaume de Magentano. Le sultan considéra ça comme une réussite et demanda comment Magentano avait réagi à cette intrusion. Le soldat répondit que la tribu s'était installée à l'intérieur de ses frontières sans trop de difficultés. Déçu, le sultan admit qu'il aurait bien aimé voir les forces sournoises de Magentano courir partout en panique. Il congédia le soldat et lui ordonna de partir, mais le messager en sueur avoua qu'il avait une autre nouvelle. Et cette fois, c'était Asfahan qui avait un problème. Les hordes de monstres que le sultan avait chassés vers l'ouest étaient revenus et s'amassaient désormais contre les murailles de son propre royaume. Le sultan se redressa d'un bond, incapable d'y croire. Ses soldats résistaient de toute leur force, mais le messager avait encore un avertissement. Une terreur inconnue avait complètement traumatisé les monstres. Poussés par cette peur, leur détermination serait très difficile à briser. Le sultan ordonna de concentrer toutes les troupes disponibles sur place et d'utiliser une puissance de feu écrasante pour leur inspirer une peur encore plus grande. Son soldat s'inclina et obéit. Une fois seul, le souverain comprit que l'effet domino des monstres s'était retourné contre lui. Il se demanda si Magentano l'avait trompé d'une manière ou d'une autre, mais aucun plan ordinaire ne pouvait renvoyer des monstres aussi énormes dans l'autre sens. Peut-être qu'un démon vivait vraiment à l'ouest. Pendant ce temps, au manoir Frontera, Lloyd se pencha joyeusement au-dessus d'une table et demanda à ses invités de signer un dernier document. Meatloaf l'examina avec méfiance et exigea une explication. Notre gars lui indiqua calmement que le but du document était écrit tout en haut. Il s'agissait d'un reçu confirmant le remboursement intégral de la dette. Le chèque posé sur la table couvrait la totalité du solde ainsi que tous les intérêts accumulés. Meatloaf et Shiloh étant toujours figés, le protagoniste leur demanda ce qu'ils attendaient. Une ombre terrifiante engloutit son visage. Il leur ordonna de signer et de dégager. En se rappelant ce qui s'était passé la dernière fois qu'il l'avait énervé, les 2 prêteurs signèrent et prirent la fuite. Ils croisèrent Narcos, qui entrait justement dans la pièce. Le baron appela doucement son fils, et Lloyd lui répondit avec respect. Marbella observant la scène avec anxiété derrière lui, Arcos demanda si cette dette énorme avait vraiment été remboursée jusqu'au dernier centime. En brandissant le reçu avec un sourire fier, notre gars demanda à son père s'il voulait qu'il l'encadre. Arcos attira soudain son fils dans ses bras, laissant notre héros complètement figé devant cette affection inattendue. En larmes, le baron s'excusa pour toutes les erreurs qu'il avait commises et tous les fardeaux que son fils avait dû porter à sa place. Arcos admit qu'il ne savait même plus s'il méritait d'être appelé père. Marbella pleurait dans son mouchoir tandis que le protagoniste l'écoutait en silence. Notre protagoniste posa doucement les mains sur les épaules de son père et lui posa une seule question sérieuse. Est-ce qu'Arcos aimait son fils ? Le baron ne comprit pas pourquoi il demandait quelque chose d'aussi évident. Bien sûr qu'il l'aimait. Notre protagoniste lui adressa un sourire chaleureux et répondit qu'aucune autre qualité n'était nécessaire. Une fenêtre système apparut avec un nouveau titre
honorifique. Effaceur de dette 3000. Il s'appliquait à toute la région de Cremona à vie, accordait 2 PC, offrait la meilleure cote de crédit possible et débloquait les taux d'intérêt les plus bas, ainsi que les conditions d'investissement les plus avantageuses. Plus tard, notre gars marcha seul dans le couloir baigné de soleil du manoir, les mains dans les poches, plongé dans ses pensées. Javier lui annonça que la tribu des orques des sables d'acier avait terminé de s'installer sur le versant est de la montagne. Le jeune maître, distrait, le remercia pour son travail. La cavalerie blanche les aidait à s'installer, et Accouche était ravi de toute la nourriture disponible pour se faire encore plus de muscles. Le jeune noble dit simplement à Javier d'aller se reposer. Le chevalier resta dans le couloir, observant silencieusement son maître s'éloigner. La nouvelle colonie à l'est donnerait du temps à Frontera, lors d'une future attaque liée à l'effet domino des monstres, assez pour permettre à Bibéong de contre-attaquer. Toutes les dettes avaient aussi été effacées, et pourtant, au lieu de fêter ça, Lloyd ressentait un étrange vide. Sous le haut plafond voûté, il se demanda pourquoi sa plus grande victoire le laissait aussi indifférent. Plus tard, il resta allongé sur son lit, à fixer silencieusement le plafond. Le souvenir d'Arcos le serrant dans ses bras et lui demandant pardon revenait encore et encore. Cette image fit remonter un autre souvenir, enfoui beaucoup plus profondément. Dans sa vie précédente, le véritable père de Suho lui avait un jour tenu les mains en pleurant exactement de la même manière. En appelant Suho, son gentil garçon si intelligent, cet homme peu instruit s'était excusé de lui avoir rendu la vie si difficile. De retour dans le présent, Lloyd posa un bras sur son front et tenta de retenir ses larmes. Ses vrais parents se trouvaient toujours dans un autre monde, à une distance impossible à franchir. La voix brisée, il murmura à son père qu'ici, il avait enfin réussi. Puis les larmes coulèrent, et Suho s'excusa de ne jamais avoir pu l'aider. Le visage enfoui dans son oreiller, il s'y agrippa à 2 mains et éclata en sanglots. De l'autre côté de la porte fermée, Javier s'arrêta dans le couloir et entendit chacun de ses cris de douleur. Lloyd laissa sortir des années de chagrin jamais vraiment réglées, jusqu'à en trembler de tout son corps sur le lit. Javier ferma les yeux. Il ignorait la véritable raison de cette douleur, mais il comprenait que son maître avait besoin de tout lâcher. Le chevalier aux cheveux blancs repartit sans un bruit, en pensant que Lloyd avait largement mérité le droit de pleurer, au moins pour une journée. Quelques jours plus tard, les rues explosèrent de joie quand les habitants annoncèrent l'arrivée de Maître Lloyd et poussèrent 3 vivates en l'honneur de leur jeune maître. Les villageois criaient son nom encore et encore, tandis que l'ingénieur, visiblement agacé, avançait avec une pelle sur l'épaule. Il ordonna à tout le monde d'arrêter ce vacarme et de retourner travailler. En réponse, ils se mirent à applaudir parce que le jeune maître était énervé et en redemandèrent soit. Javier suggéra à son seigneur de profiter un peu de ses compliments. Lloyd ne voyait vraiment pas pourquoi. Le chevalier regarda la foule souriante et lui rappela qu'aucune de ces personnes ne serait encore là sans lui. Notre protagoniste balaya maladroitement ses exploits d'un revers de main, affirmant que tout le monde essayait simplement de gagner sa vie. Pendant ce temps, certains habitants au goût étrangement particulier suppliaient le jeune maître de les insulter, de les fusiller du regard et de les gronder encore. Bayern arriva en courant vers eux et annonça un nouveau problème. Notre gars retrouva immédiatement le sourire. Voilà qui sonnait déjà bien mieux que de recevoir de l'affection en public. Le chevalier en chef rapporta qu'un nombre immense de personnes approchaient depuis le sud. Le protagoniste demanda s'il s'agissait de soldats ennemis, mais Bayern expliqua que les gardes les avaient identifiés autrement. Ils semblaient être des réfugiés. Plus tard, notre gars et Javier rencontrèrent le groupe épuisé. Leur jeune chef demanda si Lloyd était le seigneur du domaine. Une pelle sur l'épaule, Lloyd expliqua qu'il était le fils du baron, puis leur demanda qui ils étaient. L'homme venait de la baronnie de Sortino et dirigeait un petit village nommé Sorti. Il précisa que jusqu'à très récemment, c'était en réalité son père qui était chef du village. Le vieux chef avait ordonné à tous les autres de fuir, puis était resté avec leur seigneur pour défendre le domaine jusqu'à ce qu'ils meurent tous les deux. La catastrophe s'était produite presque instantanément. Notre ingénieur leva une main et lui demanda de ralentir. Quand il parlait de catastrophe, il voulait dire une invasion de monstres. Le chef tremblant confirma que des centaines de monstres, ressemblant à des scarabées, chacun mesurant environ 1,80 m, leur étaient tombés dessus comme un essaim d'abeilles.
Javier reconnut immédiatement un nouvel effet de l'effet domino des monstres, qui se propageait sur une zone bien plus vaste que prévu. Une carte se dessina dans l'esprit de Lloyd. Tous les domaines bordant la région sauvage entre Asfahan et Magentano semblaient avoir subi une attaque. Seuls Frontera et Racona avaient probablement été épargnés. Les territoires ordinaires n'avaient ni invocation géante, ni cavalerie blanche, ni maître épéiste. Les réfugiés n'avaient presque nulle part où aller. La mer bloquait le nord, un autre pays se trouvait au sud et Crémo était très loin à l'ouest. Au centre, leur dernier choix était donc Frontera ou Racona. La sueur se mit à couler sur le visage de notre protagoniste. 1000 personnes allaient venir, 10 000. Les réfugiés tombèrent soudain à genoux et supplièrent qu'on leur donne ne serait-ce qu'un morceau de pain pour leurs enfants. Javier prévint que le domaine allait bientôt être submergé et commença à demander s'il pouvait vraiment héberger tout ce monde. Au lieu de paniquer, notre ingénieur cupide rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire complètement surexcité. Javier se contenta de le fixer avant de lâcher. « Sire !» Quand le chevalier exigea de savoir ce qu'il trouvait si excitant, l'ingénieur cupide se tapota la tempe et lui dit de réfléchir. Chaque réfugié deviendrait un habitant de Frontera, et chaque habitant, c'était des impôts en plus. La mâchoire de Javier se crispa de pure incrédulité. Il exigea de savoir si Lloyd ne voyait vraiment que de l'argent en regardant ces gens qui souffraient. Notre gars ignora l'accusation et ordonna à Bayern de transformer une partie du corps d'ingénieur en unité de restauration et de préparer immédiatement à manger. Les réfugiés agenouillés le remercièrent en pleurant. Lloyd leur annonça que la nourriture arrivait, puis partit rapidement prévenir le baron. Bayern demanda à Javier de ne pas trop s'énerver, mais le chevalier insista. Les paroles de son maître étaient allées trop loin. Avec un sourire entendu, Bayern expliqua que Lloyd savait lire dans les pensées des autres tout en comprenant à peine son propre cœur. Javier devait attendre. Il aurait largement le temps de s'énerver plus tard. Le chevalier baissa les yeux et son expression tendue s'adoucit peu à peu. Un peu plus tard, le cri horrifié d'Arcos résonna jusque dehors, devant le manoir Frontera. Encore plus de réfugiés arrivaient. Le baron s'inquiétait, il n'avait pas les moyens de prendre tout le monde en charge. Mais quand son fils lui demanda s'il voulait quand même les accueillir, Arcos reconnut qu'il ne pouvait pas abandonner des gens dans une situation pareille. Leur réserve de nourriture ne tiendrait que quelques jours. Lloyd inclina la tête, comme s'il ne comprenait absolument pas de quoi son père parlait. Pour l'instant, ils avaient largement de quoi manger. Il conduisit Arcos jusqu'à un entrepôt rempli de cadavres de sauterelles géantes, restes de la bataille précédente. Notre héros les avait récupérés pour en faire du compost et plusieurs entrepôts voisins étaient tout aussi remplis. Arcos tenta d'expliquer que nourrir des réfugiés avec des insectes géants était peut-être un tout petit peu excessif, puis il aperçut Marbella en train de mâchouiller joyeusement une pâte de sauterelle grillée et hurla le nom de sa femme. Horrifiée, la baronne expliqua que ça avait le goût de crevettes. Puisque les orques en mangeaient sans se plaindre, les réfugiés devraient s'en sortir aussi. Le seul problème, c'était l'odeur. Marbella commença donc à réfléchir à une façon de la supprimer. Elle demanda à prendre le commandement de la nouvelle unité de restauration. Notre héros accepta avec enthousiasme. C'était exactement pour ça qu'il l'avait amené ici. Très vite, orques et ouvriers humains travaillèrent côte à côte, plantant des pieux et montant des rangées de tentes blanches pour créer un camp temporaire de réfugiés. Valelardi annonça que les premiers abris étaient terminés. L'ingénieur réclama bien plus de matériel, car beaucoup d'autres personnes étaient en route. Depuis une tour de guet, un soldat agita un drapeau blanc et signala qu'environ 100 réfugiés approchaient depuis le nord. Le jeune ingénieur ne s'attendait pas à voir arriver un autre groupe aussi vite. Il appela Podong en renfort, en prévenant que ces gens allaient mourir de froid s'ils ne se dépêchaient pas. Le hamster lui répondit par un pouce levé plein de confiance. Podong devint gigantesque, frappa le sol, arracha une énorme plaque de terre, puis la projeta dans les airs. Plan de construction en main, Bayern déploya l'équipe chargée des sols ondoles et ordonna aux équipes chargées du ciment d'assister Dame Bangoul en 3 rotations alternées. Tout près, Bangoul utilisa explosion volcanique niveau 1 et souffla un air brûlant sur la terre suspendue dans les airs. Les signaux annoncèrent 2 groupes de réfugiés au sud et 3 au nord.
Au même moment, Marbella se tenait devant les domestiques rassemblés et leur promit de transformer les sauterelles en un plat extrêmement nutritif. Une servante inquiète demanda comment elle pourrait bien se débarrasser de cette odeur atroce. Marbella sourit paisiblement et révéla un livre de cuisine légendaire, écrit par une jeune fille venue d'une terre lointaine qui avait été cuisinière au service d'un dragon. « Je deviens la chef du roi dragon ». Les servantes laissèrent échapper un cri de surprise. Lloyd l'avait obtenu après avoir vaincu le sorcier noir et la légende disait que ce livre pouvait transformer des ingrédients ordinaires en plats divins, tout en glissant des blagues hilarantes dans chaque recette. Depuis une colline couverte d'herbe, notre protagoniste s'assit à côté de sa pelle et observa le camp de réfugiés s'étendre en contrebas. Il manquait déjà de place. S'étendre vers les montagnes de l'Est aiderait, mais même ça ne suffirait pas. Le domaine pouvait prendre ces gens en charge temporairement, mais notre protagoniste ne voyait aucune solution à long terme. En se grattant la tête, il se demanda ce qu'il pouvait bien faire. Le cri d'un enfant monta depuis le camp. Lloyd aperçut un petit garçon nommé Rudy en train de sangloter dans les bras de sa mère et de réclamer sa maison, tandis qu'elle lui expliquait en pleurant que leur maison n'existait plus. Rudy insista. C'était son père qui avait construit cette maison pour eux. Sa mère lui promit qu'un jour, elle lui en construirait une autre. Ce mot replongea Suro dans le souvenir du jour où sa famille avait emménagé dans un appartement en Corée. Après avoir déballé leurs affaires, sa mère et son père avaient souri en répétant à quel point ils étaient heureux d'avoir enfin un chez eux. Ils ne reverraient plus jamais ces sourires. Leur appartement était vieux, délabré et loin du centre-ville, mais c'est là qu'il avait vécu les moments les plus heureux de sa vie. En regardant la mère et son enfant en deuil, le regard de Suro se durcit. Il se promit que ce petit garçon aurait de nouveau une maison, parce qu'il était là. Javier observait silencieusement son maître depuis l'arrière. Le chevalier ferma les yeux, expira doucement et sourit. Notre ingénieur se retourna, sa pelle posée en travers du dos, et annonça qu'il était temps de lancer leur plus grand chantier à ce jour. Quand Xavier demanda s'il pouvait vraiment loger tout le monde, l'ingénieur civil promit assez de place pour les réfugiés, et même beaucoup plus. Ils allaient construire un complexe d'appartements. Les immeubles d'habitation faisaient partie des formes de logement les plus courantes en Corée du Sud. Ils permettaient aussi d'obtenir beaucoup plus de surface habitable sur un même terrain, de concentrer les habitants pour faciliter leur gestion et représenter la réponse la plus efficace à la crise de Frontera. Des logements standardisés réduiraient le temps et les coûts, tandis que les voisins de tous côtés amélioreraient l'isolation. Debout sur une autre colline, pelle en main, l'ingénieur civil observa l'immense vallée ouverte près de la rivière. Ses yeux brillèrent en vert lorsqu'il activa sa compétence conception. Et surtout, un quartier d'appartements pouvait créer un environnement où les réfugiés deviendraient autonomes. Une population concentrée augmenterait le pouvoir d'achat et permettrait de faire vivre tout un quartier commercial. Et bien évidemment, l'idée de recettes fiscales plus importantes poussa notre ingénieur cupide à lever les deux bras vers le ciel. Avec un sourire de dément, notre ingénieur cupide se persuada que ce serait vraiment son dernier projet. Une fois terminé, il en aurait fini pour de bon. Et là, le rêve universel de devenir un glandeur scandaleusement riche serait enfin à lui. Bayern pourrait gérer le domaine contre un salaire généreux. Et quand le chevalier en chef prendrait sa retraite, il n'aurait qu'à former son propre successeur. Très loin de là, l'homme qui venait sans le savoir d'être choisi pour travailler jusqu'à la fin de ses jours se prit soudain la tête entre les mains alors que ses oreilles se mettaient à siffler. Ses soldats inquiets le supplièrent de se reposer avant de s'écrouler. Lloyd réunit bientôt Xavier, Arcos, Marbella, Bayern, Vallée-Lardy et Haroche autour d'une longue table pour une présentation d'entreprise ultra sérieuse version 2026. Il ouvrit la réunion consacrée à la construction des appartements Pot de Miel et ordonna à tout le monde d'examiner les documents posés devant eux. Javier objecta que ce nom sentait les intentions douteuses à des kilomètres. Lloyd interdit les bavardages, puis interrompit plusieurs fois la remarque pourtant parfaitement légitime du chevalier en exigeant qu'il demande l'autorisation avant de parler. Pendant que Javier le fusillait du regard, notre gars demanda pourquoi Bayern avait l'air malade. Le chevalier en chef avoua qu'il faisait régulièrement des cauchemars dans lesquels un démon le forçait à travailler jusqu'à la mort, mais Lloyd lui assura joyeusement que ça n'arriverait jamais.
Avec une politesse étrangement suspecte, le présentateur invita tout le monde à regarder le premier document. Il expliqua que la région du Fujian, à l'est, possédait autrefois des structures appelées Tulu. Chaque habitation simple comportait une chambre et un salon, tandis que la cour centrale offrait un puits, une cantine, des toilettes communes et d'autres équipements partagés. L'ingénieur civil comptait construire une version carrée, car des murs droits seraient bien plus rapides à bâtir qu'un cercle. La plupart des avantages figuraient dans leurs documents, mais il avait volontairement omis un point important. Avec une seule porte en fer donnant accès à la cour, il suffirait de verrouiller l'entrée pour transformer instantanément tout le complexe en forteresse imprenable. Vallet-Lardy fondit en larmes et applaudit ce coup de génie. La majorité du conseil resta bouche bée, mais Javier demeura calme. Il savait que son maître cachait toujours une autre raison. En tapant dans ses mains, notre faux président ouvrit la séance de questions. Javier fit remarquer qu'ils avaient déjà du mal à payer les tentes, alors un immense projet d'appartement était complètement hors de portée. Notre faux président l'accusa immédiatement de vouloir abandonner de pauvres réfugiés sans défense et exigea un aveu par oui ou non avant même que le chevalier puisse terminer sa phrase. Quand Arcos exprima exactement la même inquiétude, Lloyd s'inclina respectueusement et félicita son père pour son incroyable perspicacité. Javier, lui, avait visiblement pris l'option « manque de respect ». L'ingénieur affirma qu'après les tentes Ondol, les rénovations et l'approvisionnement permanent en nourriture, on pouvait presque avoir l'impression qu'il disposait déjà de l'argent nécessaire. Quelques instants plus tard, il repartait à cheval pour lever des fonds. Apparemment, transformer une vallée médiévale en quartier d'immeubles version 2026 nécessitait un petit voyage d'affaires. Sur la route, notre gars se moqua de Javier parce qu'il boudait, traita le chevalier du domaine de gros bébé vexé et se paya sa tête sans aucune pitié. Javier fixa droit devant lui, furieux, et refusa de répondre à cet homme insupportable. Même Lloyd s'arrêta un instant quand sa provocation n'obtint aucune réaction. Peut-être que le chevalier était vraiment en colère. Notre héros devint sérieux et avoua qu'il avait un peu peur. Est-ce qu'il pourrait vraiment terminer un projet aussi gigantesque ? Et si les bâtiments s'effondraient, est-ce qu'il y aurait réellement assez de place pour tout le monde ? Lloyd avait lancé ce plan et s'était mis lui-même à sa tête. Un chef ne pouvait pas montrer ses faiblesses quand tout le monde avait besoin d'avoir totalement confiance en lui. Mais Javier était la seule personne devant laquelle il pouvait dévoiler ce qu'il ressentait vraiment, même juste un instant. Des feuilles flottèrent sur la route pendant que le chevalier, touché, regardait son maître d'un tout autre œil. Il commença doucement à répondre, puis son visage s'embrasa de rage. Donc Javier était devenu son défouloir émotionnel ? Toute la lumière disparut instantanément quand Lloyd se retourna avec le même sourire vicieux qu'il cachait depuis le début. Notre héros spécialiste de la provocation n'avait jamais essayé de réconforter Javier, il était juste mauvais. Lloyd sifflotait un morceau de Jules pendant qu'il continuait à cheval. À côté de lui, Javier n'avait qu'une envie, lui coller une droite en pleine face de toutes ses forces. Malheureusement, il ne pouvait pas encore se le permettre. Leur destination était la résidence Racona, dans la vicomté de Racona. Diego Racona avançait péniblement dans un couloir lorsqu'il remarqua deux visiteurs approcher. Lloyd lui fit un grand signe de la main avec un énorme sourire et le salua joyeusement. Le tyran traumatisé de l'académie reconnut l'homme responsable de ses dents manquantes et hurla de terreur. Notre gars se lui demanda pourquoi il couinait alors qu'il ne s'était pas vu depuis si longtemps, puis lui demanda tranquillement comment s'était passée son expulsion de l'Académie royale. Diego arrivait à peine à répondre. Lloyd lui promit d'un ton rassurant de le faire réintégrer. Bien sûr, tout dépendrait de ce que son père ferait ensuite. Le sourire démoniaque qui planait au-dessus de Diego rendait la condition parfaitement claire. Dans une salle de réunion, le vicomte Racona répéta la demande de Lloyd. Incrédule, il voulait augmenter la facture d'eau. Affalé sur le canapé, les jambes croisées, le jeune noble précisa que Racona devait payer davantage Frontera pour son sceau. Dans sa tête, le vicomte le traita de sale morveux et de raclure humaine. Lloyd lui avait soutiré de l'argent, fait expulser son fils, et maintenant il revenait pour augmenter les tarifs. Puis un sourire plein d'assurance se dessina sous la moustache de Racona. Il se pencha en avant et ricana, comme un méchant persuadé d'avoir enfin gagné. Debout près de la fenêtre, le vicomte affirma que son jeune invité, dans sa naïveté, semblait avoir oublié le contrat.
Triomphant, il brandit le contrat de conditions d'approvisionnement en eau et montra que le tarif indiqué était fixe. Lloyd sortit calmement une loupe, comme s'il avait attendu cette objection toute sa vie. Sous la lentille apparut une clause microscopique. Le tarif de l'eau indiqué pouvait changer selon l'humeur du fournisseur. Racona attrapa le sale type par le col, fou de rage. Lloyd se mit aussitôt à jouer la comédie pour un jury invisible, en criant que le vicomte violent allait le tuer. Toujours suspendu au-dessus du sol, notre protagoniste sourit et demanda à son cher voisin de se calmer. Personne ne l'obligeait à accepter, et la proposition profiterait aussi à Racona. Le vicomte le lâcha et commença à transpirer pour de bon. Lloyd lui rappela que 17 domaines avaient été anéantis par l'effet domino des monstres, poussant les réfugiés vers les territoires encore debout. Racona, lui, les avait tous refusés. Notre héros proposa généreusement de faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. Après tout, l'impératrice Alicia serait terriblement triste si elle découvrait la vérité. Racona hurla intérieurement. Ce n'était pas un avantage, c'était du chantage. Lloyd passa à son deuxième point et étira le mot « vraiment » assez longtemps pour bien faire comprendre qu'il faisait tout ça uniquement dans l'intérêt du vicomte. Quand il écrirait à Sa Majesté, peut-être pourrait-il aussi demander la réintégration de Diego à l'Académie royale. Le noble tremblait tandis que la pression se refermait sur lui de tous les côtés. À bout de souffle face au sourire parfaitement serein de l'ingénieur, il comprit qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Finalement, le vicomte Racona demanda combien d'argent supplémentaire il devait fournir. Lloyd prit un air offensé. Quelqu'un pourrait mal comprendre et croire qu'il était un gangster en train de lui extorquer de l'argent. Il voulait juste une toute petite hausse, rien de plus, ce que Racona jugerait approprié, juste assez pour préserver leur précieuse amitié. Dans sa tête, le vicomte supplia le démon de simplement lui donner un prix. Lloyd resta affalé, avec une expression insupportablement satisfaite, pendant que Ravière observait derrière lui, parfaitement impassible. Le chevalier n'avait besoin que d'une seule pensée. Son maître était vraiment le pire. Baigné d'une sinistre lumière rouge, le jeune escroc invita Racona à choisir lui-même n'importe quelle augmentation. Peu importe ce que le vicomte proposerait, il l'accepterait avec gratitude, car après tout, c'était l'intention qui comptait. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, tandis que le cœur de Racona accélérait. Il transpirait sous le regard froid et immobile de Lloyd. Terrifié, le vicomte finit par proposer 20%. Lloyd ne répondit rien. Son expression dégoûtée parlait largement pour lui. Racona se figea. Visiblement, cette offre était très très loin du compte. Il affirma désespérément que le chiffre était sorti tout seul et monta à 30%. Le visage de l'ingénieur civil se transforma en une expression monstrueuse et terrifiante. Racona chercha son souffle, puis remarqua quelque chose derrière son bourreau. Javier leva solennellement 5 doigts. Le vicomte frappa la table des 2 mains et proposa une augmentation de 50%. Les yeux de Lloyd se retournèrent et ses dents claquèrent comme celles d'un zombie impatient. Racona paniqua. Javier avait clairement montré 50. Alors qu'est-ce qui n'allait pas ? Et les claquements de dents ne faisaient que s'intensifier. Derrière son maître, le chevalier secoua rapidement la tête. Il leva encore 5 doigts et articula silencieusement un seul mot, « foi ». Le vicomte Racona bondit sur ses pieds et cria qu'un tarif multiplié par 5, c'était du vol pur et simple. Lloyd leva les 2 mains, faussement alarmé, et demanda qui avait bien pu parler de 5. 4 fois le prix actuel serait largement suffisant. Le visage du vicomte s'illumina de soulagement. Seulement 4 fois, quelle affaire! Son sceau officiel s'abattit sur le nouveau contrat avant que qui que ce soit puisse changer d'avis. Dehors, Lloyd bondit dans les airs et leva le document comme s'il venait de gagner une partie de Fortnite. La négociation parfaitement équitable venait de se terminer par une victoire totale. À l'intérieur, Racona souriait lui aussi devant le contrat, ravi de s'en être sorti avec seulement 4 fois le prix d'origine. Puis il remarqua une autre ligne en caractères microscopiques. Ses rêves, ses économies et le peu d'honneur qu'il lui restait s'effondrèrent en même temps. La même clause complètement folle permettait toujours au fournisseur de modifier le prix de l'eau selon son humeur. Sur le chemin du retour, Ravier reconnut qu'il avait l'impression d'avoir fait chanter quelqu'un. Lloyd le rassura gentiment. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas juste une impression. Ravier avait bel et bien fait chanter cet homme.
Lloyd éclata de rire en annonçant que son chevalier était désormais complice et maître chanteur lui aussi. Javier lui lança un regard noir, une veine palpitant de colère sur la joue. Il déclara que son devoir était de protéger Lloyd, pas de servir de pion dans ses chantiers et ses arnaques. Notre gars menaça d'arrêter de lui chanter sa berceuse. Javier annonça fièrement que des mois d'entraînement comme maître épéiste lui avaient donné un contrôle parfait de ses sens. Il n'avait plus besoin de cette stupide routine avant de dormir. Cette nuit-là, la pleine lune brillait au-dessus du manoir Frontera. Javier était allongé dans son lit, agrippé à son oreiller, incapable de dormir ne serait-ce qu'une seconde. Après des heures de souffrance, le maître épéiste apparut dans la chambre de Lloyd avec son oreiller et demanda sa berceuse. Son maître refusa, jusqu'à ce que Javier le supplie discrètement. Avec un sourire sournois, Lloyd lui expliqua le principe de l'hygiène du sommeil. Une routine régulière entraîne le corps à dormir, mais une fois l'habitude installée, on peut finir par ne plus réussir à se reposer sans elle. Furieux, Javier accepta la leçon et le supplia quand même de chanter. Le protagoniste se mit donc à réciter de mémoire un autre livre d'ingénierie atrocement ennuyeux, jusqu'à ce que le chevalier aux cheveux blancs s'endorme dans un fauteuil. Une fois Javier inconscient, Lloyd fit craquer ses doigts, se leva et étala toute une série de plans sur le bureau. Il activa sa compétence conception, remplissant la pièce de grands immeubles holographiques verts. Notre ingénieur avait eu de la chance de comprendre le fonctionnement des sols en dôle, mais les immeubles de grande hauteur dépassaient largement son expérience. En testant les structures, il se demanda par où commencer. Une des tours holographiques s'effondra soudain derrière lui. Une fenêtre système lui demanda s'il comptait vraiment vérifier chaque détail avec le mode simulation. Lloyd répondit oui, parce qu'il pouvait le combiner avec une autre compétence. Sa spécialité, c'était d'essayer encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Le matin se leva sur le domaine. En marchant sur la route de pierre avec Bayern, Javier et Vallardi, Lloyd ordonna qu'on envoie des messages au comte Crémeau. Frontera avait besoin d'autant de médecins, maçons et charpentiers que possible, ainsi que de réserves de ciment et de chaque sac de céréales ou de viande que les domaines de l'Ouest accepteraient de vendre. Cette nuit-là, il testa sans repos de nouveaux modèles d'immeubles holographiques et différentes variantes structurelles. Au matin, l'ingénieur maniait la pelle aux côtés de tout son corps d'ingénieur quand Bayern annonça l'arrivée de 300 nouveaux réfugiés. Lloyd ordonna de tous les laisser entrer et promit qu'il trouverait une solution. Cette nuit-là, une autre conception échoua. Les dents serrées au-dessus de ses plans, Lloyd se demanda si la charge excessive l'obligeait à réduire le nombre d'étages. Il refusa. Des logements stables signifiaient une économie dynamique et davantage de recettes fiscales. Même avec du sang qui coulait de son nez, notre protagoniste lança une nouvelle simulation. Le lendemain matin, Bayern lui apporta ses calculs. Dans 4 mois, Frontera n'aurait plus assez d'argent que pour payer ses soldats. Lloyd devait réduire le projet ou envoyer une partie des réfugiés ailleurs. De profondes cernes entouraient les yeux creux de l'ingénieur épuisé. Avançant en titubant avec sa pelle, il promit qu'il trouverait les fonds nécessaires. Puis Lloyd s'effondra face contre terre sur la route de pierre. Greg, Vallardi et Bayern se précipitèrent vers lui en criant « Sire !» L'histoire se déplaça très loin de là, à Magenta, la capitale royale. Une rangée d'arbalétriers en armure attendait sur le mur d'une arène d'entraînement, armes chargées. L'impératrice Alicia Termina Magentano se tenait seule au centre, en contrebas, son épée dégainée. Vêtue de simples habits d'entraînement, Alicia abaissa sa lame et attendit calmement l'attaque. Le capitaine de l'unité tendit une main et ordonna à ses soldats de tirer. Des centaines de carreaux d'arbalète s'abattirent sur l'impératrice. Alicia fit tournoyer sa lame au-dessus de sa tête, laissant une traînée violette lumineuse dans les airs. Une tempête aveuglante d'attaques à l'épée d'aura remplit l'arène et découpa chacun des projectiles. Elle termina dans une posture basse, tandis que les morceaux de carreaux retombaient sans danger autour d'elle. Le capitaine et ses arbalétriers la fixèrent, totalement sous le choc. Alicia, elle, était beaucoup moins impressionnée. À part le fait qu'elle formait son épée d'aura plus rapidement, rien d'autre ne s'était amélioré. À ses yeux, ce résultat était pathétique. En repensant au duel qui l'avait forcée à rester sur la défensive, elle jura de ne plus jamais subir pareille humiliation.
Un fonctionnaire s'approcha par derrière et s'inclina. L'impératrice se retourna et lui demanda ce qu'il voulait. Un messager était arrivé de la baronnie Frontera. Alicia se demanda aussitôt si Lloyd Frontera l'avait envoyé. Quelques minutes plus tard, Javier était agenouillé dans la salle du trône et lisait à voix haute le message de son maître. Il commença en déclarant que l'humble et misérable serviteur de Sa Majesté méritait d'être pendu, écartelé et découpé en morceaux. Les yeux d'Alicia s'écarquillèrent de confusion. Quoi ? Pendant que Javier restait sur un genou, un Lloyd imaginaire apparut derrière lui, se frottant les mains et se léchant les lèvres avec une cupidité parfaitement assumée. L'impératrice ne pouvait que se demander ce que cet homme calculateur voulait encore. Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Grâce à la force écrasante de Bibéong, Lloyd a repoussé les Mégalani, obtenu la loyauté de la tribu des orques des Sables d'Acier et enfin effacé la dette de la famille Frontera. Mais lorsque des milliers de réfugiés ont commencé à fuir vers le domaine, il a répondu à la crise avec son idée la plus ambitieuse à ce jour, les appartements Peau de Miel. Après avoir travaillé jusqu'à l'épuisement total, notre ingénieur a envoyé Xavier à la capitale royale avec une demande étrangement dramatique. Maintenant, l'impératrice Alicia n'a plus qu'une question. Qu'est-ce que cet homme calculateur veut encore lui soutirer cette fois ? À votre avis, qu'est-ce que Lloyd a demandé à l'impératrice Alicia de fournir pour son projet d'appartement ? Si l'épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et partagez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.